On parle de formation, c'est un levier majeur du changement parce que le changement amène les acteurs à perdre des habitudes ou à devoir en acquérir de nouvelles. Donc la formation est tout à fait adaptée pour acquérir, actualiser, développer des compétences et quelquefois, le plus dur n'est pas d'acquérir des choses nouvelles, mais c'est de désapprendre ce qu'on faisait avant. Or, il ne suffit pas de présenter un sujet pour désapprendre. Et puis, il y a un deuxième effet important, c'est qu'une formation réussie, c'est-à-dire une séquence de formation, doit amener des changements chez les apprenants. Ils arrivent, ils sont à un niveau de compétence et de performance. À la fin de la formation, il faut qu'ils aient changé. Alors après, pas forcément qu'ils aient appris des choses nouvelles, mais peut-être qu'ils aient formalisé leur pratique, en tout cas qu'il y ait un changement, qu'on puisse constater qu'il y a un avant et un après. Et ça, c'est fondamental. Sauf qu'une fois qu'on dit ça, eh ben, ce n'est pas toujours le cas dans les formations classiques. Il y a beaucoup de formations dans lesquelles c'est de l'information. D'accord ? On présente des contenus. Et puis, dans les projets de transformation, moi, j'ai constaté que ce qu'on appelle le lot formation, alors j'y reviendrai après, le lot formation, c'est-à-dire qui consiste à, dans le projet, ce qui va servir à former les acteurs, souvent, ça se réduit à montrer ou former à un outil ou à des copies d'écran. J'ai vu un nombre impressionnant de fois où finalement, dans le déploiement d'un nouvel outil, d'une organisation, ça se finissait par on va former à l'outil. Ce qui est bien, mais ce qui est largement insuffisant. Voilà. Alors, on a dans le meet-up, j'ai fait des équipes et j'ai demandé à chaque équipe de réfléchir, de travailler sur, voilà, vous avez une mission, c'est de réussir le changement dans une organisation. J'ai donné un brief que je vais vous présenter. Voilà. L'enjeu du changement, c'est de développer la collaboration. L'objectif, c'est mieux collaborer en mode projet. Mais vous savez que réellement, le but de l'organisation, c'est d'augmenter la marge, de réduire le temps de réponse par rapport aux clients, et puis d'avoir un maximum de gens productifs. Il y a 3 équipes d'environ 20 personnes qui travaillent A, passe à B, B passe à C, en mode linéaire. Et l'objectif, c'est qu'ils travaillent en mode projet, qu'ils collaborent. Sachant que A est déjà engagé et fait déjà du travail en mode projet et en collaboratif. B est pas a priori demandeuse, mais pas contre. Et C dit que ce n'est pas la priorité. Et bien évidemment, l'entreprise, pour résoudre le problème, a acheté un outil collaboratif. Alors, dans l'exemple, c'est Teams, mais ça peut être Slack, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Mais très souvent, ça se réduit par un outil collaboratif. Alors, ce que vous savez aussi, c'est qu'au niveau du comité de direction, on va dire qu'ils ne sont pas des modèles. Ce n'est pas en les regardant qu'on pourra voir ce que c'est que la collaboration. Et votre manager au-dessus de vous n'est pas un fervent pratiquant non plus de la collaboration. Par contre, bien évidemment, au quotidien, les gens collaborent, mais principalement en fonction d'affinités. Et alors, cerise sur le gâteau, vous avez 5 semaines pour réussir. Alors, dans cet exercice, vous avez du budget. Et d'ailleurs, vous l'avez dépensé. Et la première activité que j'ai fait faire aux différentes équipes, c'est de dire, voilà, vous vous êtes planté. Voilà, 8 semaines après, vous êtes planté. Vous avez dépensé le budget, vous avez fait plein de choses, vous avez mobilisé du monde, mais ça s'est planté lamentablement. Donc, je vais vous demander, alors c'est une activité connue, ça s'appelle Remember the Future ou Post-Mortem, ou etc., ou Pré-Mortem. Vous voyez, toutes ces activités de projetons-nous pour voir ce que ça va donner ou ce que ça a donné. Voilà, je vous demande de vous rappeler tout ce que vous avez fait en termes de dispositifs, c'est-à-dire le mur, les différents éléments, et puis en quoi à l'intérieur, les formations que vous avez faites étaient vraiment pas bonnes. Mais vous y avez été, vous avez fait des choses. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que les 4 équipes ont travaillé et ont produit des choses très différentes, qu'elles ont ensuite présentées. Donc, sur les pages d'après, je vais vous les montrer. L'intérêt, c'est que vous mettiez sur pause et que vous regardiez plus précisément si vous le souhaitez. D'accord ? Donc, après une phase de travail, l'une des équipes a mis en avant, pas clarifier d'objectifs, pas poser de questions, on n'a pas pensé expérience utilisateur, on n'a pas engagé le codir, pas fait d'atelier, pas impliqué, pas de rétro-planning, etc. Et puis, on a mis un LMS, donc un Learning Management System, on a fait des vidéos, on a défini des indicateurs qui n'avaient rien à voir avec le sujet, on a fait ça à n'importe quel endroit, on a fait un cours magistral sur la collaboration et l'outil, ça, on va le retrouver dans plusieurs équipes. On a créé un jeu qui était complètement foireux, on a pris un formateur à la dernière minute, on est resté dans le déni, enfin bon, la loose totale, mais avec talent. D'accord ? Donc vous pourrez regarder plus en détail.
L'autre équipe s'est focalisée sur, on a fait un quiz en démarrage sur les principes qui étaient notés sur les principes de la collaboration après avoir fait un MOOC. On a formé à l'outil et puis on a utilisé en formation des slides qui étaient en anglais. Et puis on a fait un team building complètement qui n'avait rien à voir, mais avec un gourou américain qui nous a coûté fort cher. Voilà, donc on voit bien le fait qu'on a mobilisé plein d'actions, mais c'est passé à côté. Et puis, l'autre équipe, voilà, on a préparé seul, on a avancé en mode tunnel. On a choisi un process qui n'était pas adapté. La formation a eu lieu à la fin, les 2 derniers jours des 5 semaines. On a fait un cours magistral. On a mis ceux qui ne s'apprécient pas ensemble. Comme ça, on se dit, bah, comme ils vont être ensemble, ça va mieux se passer. L'équipe A qui fonctionne bien a été encensée. Et puis, on a reproché à ceux qui ne faisaient pas leur manque d'engagement. Et puis, on a imposé le process. Et puis, on a fait un jeu de la mort. Alors, jeu de la mort, c'était un jeu du style Highlander, c'est-à-dire au fur et à mesure, il ne peut en rester qu'un. Et puis, il y avait des principes de dénonciation. On gagnait des points quand on dénonçait des collègues qui ne jouaient pas le jeu. Enfin bon. Et puis, on met surtout, en tant que rapporteur et chef de projet, les membres du CD qui n'y croient pas. Voilà. Et enfin, dernière équipe, mauvais recueil des besoins, pas de planning, absence de jalons, 150 slides pour expliquer le thème de la collaboration. On n'a pas été voir le besoin réel, on n'a pas fait de retour, on a invité tardivement, on a mis beaucoup d'idées. Enfin bon, on a retrouvé beaucoup de choses qu'on avait vues précédemment. Et c'était intéressant parce que les équipes ont été extrêmement prolifiques pour identifier ce qu'il ne fallait pas faire, et tout ça dans une très bonne ambiance, avec beaucoup d'échanges et beaucoup de bonne humeur. Puis ensuite, je leur ai dit, voilà, on a pu synthétiser que qu'est-ce qu'on retrouve comme principale cause d'échec? On va retrouver, on présente du contenu. On méconnaît ce que c'est que la formation réellement. On fait de la présentation. On croit qu'il suffit d'innovation pédagogique. On va acheter un LMS, on va acheter un boîtier de vote, on va acheter de la réalité virtuelle. On se focalise sur la solution technique, c'est-à-dire l'outil et pas les personnes. D'ailleurs, la solution n'est pas du tout adaptée aux besoins. On a acheté un truc, tiens, il faut qu'il collabore, prenons un outil collaboratif. Ce qui est loin d'être suffisant. Ce n'est pas parce qu'on a un outil collaboratif qu'on va collaborer. On lance et plus rien. Alors, trop ou pas assez de construction. J'ai accompagné récemment une organisation où ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait trop de co-construction tout de suite. Alors, les gens, ils avaient tous dit là, ce qu'ils voulaient, c'était la liste au Père Noël. Puis après, ils attendaient de la direction que ça se mette en place par l'opération du Saint-Esprit. Ou alors, ils ont voulu, dans certains cas, à force de préserver le statu quo, à un moment donné, on lance tout en même temps. Les gens sont perdus. Et puis surtout, on n'intervient que quand ça ne va pas. Et puis, on veut convaincre les gens du fait qu'ils ont tort de résister. Voilà. Donc ça, c'est effectivement les causes qui font que la plupart des changements ne fonctionnent pas bien. Ou en tout cas, que le lien entre la formation et le changement ne fonctionne pas. Alors, ensuite, moi, je les ai fait travailler, je les ai fait échanger. Alors, j'ai changé les équipes. Parce qu'après tout, formation sur le changement, enfin, un meet-up sur le changement et la formation. Et après, ils ont retravaillé sur comment on pourrait faire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient moins prolifiques. C'est juste que le cas que je leur ai donné, il est flou. Si on veut être concret, il faut effectivement partir d'éléments terrain. Et c'était intéressant parce que ça a permis d'illustrer les points qu'on a pu travailler après. Alors, si on regarde le retour d'expérience qui est fait sur ce qui doit changer, sur la relation entre la formation et le changement, sur le changement en tant que tel et sur la formation en tant que telle. Donc, si on regarde, il y a 3 choses qui doivent changer. C'est la vision de ce que c'est que la conduite du changement, de ce que c'est que la formation et des pratiques pédagogiques que le formateur va utiliser. Donc, premier point, la plupart du temps, et j'ai repris un peu le principe de l'agilité, il faut s'occuper plus de la transition des acteurs que de la solution technique. Or, c'est souvent l'inverse. On passe beaucoup de temps sur le projet. Alors d'ailleurs, qui souvent est très flou. On digitalise, on devient collaboratif, on simplifie, on devient 3 petits points. Alors, c'est souvent un rêve, mais ce n'est pas un projet. Après, on a en général des objectifs, des étapes projet, des dangers, enfin tout ce qu'il faut pour le projet. Ce qui est parfois présent, c'est les lots changements. Donc, on va commencer à réfléchir, analyse d'impact, plan de transformation, etc. Souvent, les lots formations sont des copies d'écran des manuels d'utilisateurs sur la solution technique, et puis souvent, les lots communication sont des réunions d'information, souvent sur le projet. Et ce qui est plus rare, même si on le retrouve, c'est tout ce qui concerne réellement le changement. C'est-à-dire,
parler des enjeux, pourquoi on le fait, à quoi on va arriver, le sens, le contexte, le futur, mais pas un futur, Cap 2050, hein, un futur concret auquel on peut se projeter. Et puis des actions pour accompagner la transition, en y identifier les impacts, des étapes réalistes. Et puis une fois qu'on a lancé, des étapes après. Et puis surtout associer au bon moment des acteurs de façon à ce qu'ils s'emparent d'un sujet sans que ça devienne la foire d'empoigne. Et puis que les personnes se sentent capables, et réellement qu'elles le soient, d'agir sur le fait que le changement s'adapte à leur environnement. Et puis, grand point important, grand classique, mais qui est trop peu utilisé, d'accompagner et d'associer les managers, les relais, les équipes, les formateurs dans la conduite du changement. Souvent, il y a l'équipe projet qui travaille d'un côté et ceux qui s'occupent du change qui travaillent de l'autre. Et le commanditaire, quand il demande de la formation, quand il est dans le projet, c'est former à l'outil, et quand il est dans le change, c'est accompagner les personnes. Mais on va bien travailler sur les deux. Alors ça, c'est le premier point. Changer la conduite du changement. Ce n'est pas purement qu'un aspect projet. C'est important, mais ce n'est pas le seul. Et on va retrouver, et ça a été abordé par toutes les équipes, l'importance d'une phase qui est le cadrage. Qu'est-ce qui change? En quoi ça change? Pour qui ça change? Quel est l'objectif? Est-ce que la solution technique répond bien aux besoins? En quoi ça va changer les comportements ou les compétences des personnes? Qui est impacté? Moralité, ce qui permet d'arriver sur des plans après adaptés. Pour telle population, ça change assez peu, pour d'autres, c'est majeur. Et l'écart est grand. Et puis ensuite, il y a un point très important à comprendre, c'est que quelle que soit la préparation, et à un moment donné, il y a la vallée du désespoir ou la traversée du désert dans lequel la réalité rend compte ce qui était prévu. On s'est formé à l'outil, ça avait l'air bien, maintenant l'outil est là, comment on fait? Et en général, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et c'est dommage parce que des ateliers, des formations, des retours d'expérience, de l'accompagnement, c'est ce qui fait qu'on ressort. Et puis, une bonne formation, une bonne séquence de formation, c'est pas forcément un apport, ça peut être une séquence dans laquelle on va stabiliser, dans laquelle on va formaliser, dans laquelle on va débriefer ce qui s'est passé de façon à tirer enseignement. Quand on forme beaucoup de managers, maintenant on passe beaucoup de temps à les aider à clarifier et à formaliser l'expérience acquise. Après tout, ça ne sert à rien de leur apprendre des méthodes géniales mais dont on ne servira jamais. Il vaut mieux focaliser sur ce qui sera directement utile. Donc, premier point, effectivement, le cadrage. Ensuite, point très important, on va dissocier ces actions selon les types de changements. Alors, on peut dire qu'il y a 3 grands types de changements. Il y a le changement technique, l'outil. Voilà. Et ce qui va être important, c'est pas simplement de montrer l'outil. Ça va être de rendre capables les gens de s'approprier et d'utiliser l'outil. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le cran au-dessus, c'est tout ce qui est les habitudes, tout ce que je fais sans m'en rendre compte. Mes comportements inconscients, mes algorithmes, mes automatismes, enfin, tous mes biais, toutes les choses qui font que je n'y pense plus. Et quand il y a une phase de changement, la vallée du désespoir, tout à coup, c'est perdre ses automatismes, c'est perdre ses habitudes. Or, il ne suffit pas de montrer l'outil pour commencer à prendre de nouvelles habitudes. Il faut des pratiques pédagogiques différentes. Et enfin, le plus long et le plus difficile, c'est le changement adaptatif. C'est-à-dire on doit faire évoluer son état d'esprit, ses modèles mentaux ou ses valeurs. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus long, parce que c'est très profondément ancré, c'est ce que je crois, c'est comme ça que je vois le monde. Et il ne suffit pas de dire changer d'état d'esprit. Il ne suffit pas de dire à des gens qui n'ont jamais collaboré, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, ou qu'on leur a jamais donné la possibilité, ou avant on leur disait que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire, il ne suffit pas de leur dire vous devez collaborer pour qu'ils y arrivent. D'ailleurs, vous avez 2 méthodes que j'approfondirai dans des meet-up supplémentaires, qui sont l'immunité au changement et l'entretien motivationnel. Ce qui est intéressant de voir, c'est il y a des personnes qui savent qu'elles doivent arrêter, par exemple, de fumer, sinon dans 6 mois, elles disparaissent, et il y en a un nombre impressionnant qui continue quand même, sachant pertinemment que ce n'est pas le comportement à adopter. Pourquoi? Parce que pour elles savent très bien, il ne suffit pas de leur dire. C'est quelque part, dans leur comportement actuel, dans leurs modèles mentaux, il y a un bénéfice qui fait que j'ai intérêt à continuer. Oui, je devrais m'arrêter de fumer, mais dans mon entreprise, à un moment donné, le fait de fumer, je vais voir des gens sympas que je connais bien, durant la pause, quand j'arrêterai de fumer, je ne les verrai plus. Ça a l'air simple dit comme ça, mais derrière tout comportement qui est affiché, auquel on n'arrive pas, c'est qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. Et donc,
On ne va pas forcément l'utiliser, nous, en tant qu'accompagnateur du changement, parce qu'il faut vraiment être un spécialiste, mais comprendre ce phénomène-là permet de se dire, c'est pas en répétant 8 fois de suite qu'il faut changer que les gens changent. Alors ensuite, deuxième point, ce qui est important, c'est de faire évoluer la vision actuelle de la formation. Alors souvent, beaucoup de gens croient qu'il suffit de faire un vœu. Voilà. Jérôme, Monsieur Boquet, je veux qu'en 1 heure, alors, on va dire 2 heures ou 3 heures, vous transformiez des pratiques inconscientes des gens qui pensent bien faire et qui ne savent pas forcément qu'ils doivent changer. Voilà. Et je compte sur vous. Voilà. Ça, c'est la demande de la formation. Et après, ça ne marche pas. Hein. Ça ne sert à rien. Le miracle, il ne s'est pas produit tout seul. Donc, les gens ont tendance à dire, c'est la formation qui ne sert à rien. Alors que non, la formation, si j'ai 1 heure, je vais pouvoir sensibiliser des personnes, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'elles vont changer de pratique inconsciente. Donc, dans un changement, on doit avoir en tête qu'il y a des choses qui dépendent du formateur et de la formation, qui sont à sa main, à apprendre à se servir de l'outil, connaître les méthodes projet, comprendre comment un projet réussit, identifier quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre, et à ce qui n'est pas du ressort du formateur et de la formation. Il faut aussi se poser la question, que fait l'organisation pour favoriser la collaboration ? Si l'organisation met tout le monde en mode silo, qu'il faut demander à son chef, du chef, avant d'avoir une décision, vous aurez beau faire tous les séminaires et formations sur la coopération, il ne se passera rien. Vous voulez rendre les gens plus créatifs, plus innovants, si à chaque fois il faut demander en 3 exemplaires l'autorisation avant d'avoir une idée, ça ne changera rien. Que fait aussi l'équipe projet ? Est-ce qu'elle insère dans sa conduite de projet les éléments concernant le changement ? Est-ce que pour elle, la formation, c'est autre chose que des copies d'écran ou des réunions de présentation ? Que fait aussi le management ? Comment va-t-il accompagner sur le terrain la mise en place ? Le management, quand on forme des managers et qu'on leur demande est-ce qu'un débriefing a été prévu avec votre N+2, avec le N+2 de votre équipe, souvent le regard c'est ah non, pourquoi ? Voilà. Et puis que fait aussi l'apprenant ? Est-ce que l'apprenant se prend en main ? Est-ce qu'il a le temps ? Est-ce qu'il mettra en œuvre ? Est-ce qu'il aura la possibilité ? Qu'est-il prévu avant et après la formation ? Et est-ce que réellement c'est un problème de formation ? Si c'est apprendre à se servir de l'outil, oui. Si c'est autre chose, si c'est qu'il n'y a aucun intérêt dans la boîte à collaborer, c'est pas une formation qui changera le sujet. Voilà, donc c'est toutes les questions à se poser qui vont être importantes, car la formation peut faire des miracles, mais concernant des sujets de formation. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point qui est très important, c'était de changer les pratiques pédagogiques des formateurs. Un formateur, c'est pas un conférencier, c'est pas un présentateur de slides, c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires, c'est pas quelqu'un qui montre, d'accord ? C'est pas que ça. Il suffit pas de présenter un sujet, d'accord ? Imaginons que je veuille développer les compétences de mes équipes sur le knowledge management, c'est-à-dire le management des connaissances. Il suffit pas de connaître le knowledge management, c'est son histoire et ses grands auteurs. Alors, je vous parle de ça parce que un de mes prospects avec qui je n'ai pas travaillé pensait qu'il allait résoudre tous ces problèmes de management de la connaissance en faisant des formations de présentation du sujet. Nous n'avons pas travaillé ensemble. Je pense que pour lui, ça n'a pas changé grand-chose, sachant que toutes les personnes de son entreprise étaient des gens qui connaissaient par cœur le knowledge management, mais qui ne le faisaient pas. Donc, ce n'était pas un problème de connaissance. Et donc, on veut de la vraie formation. On n'est plus là pour apprendre du contenu. On est là pour rendre les apprenants capables d'eux. Et si on regarde le modèle de Kirkpatrick, on doit se focaliser bien sûr sur la réaction. À la fin de la formation, ils ont trouvé ça sympa, ils ont apprécié, ils ont passé un bon moment, ils ont bien mangé, le sujet était adapté, le formateur était bien, et ça c'est important. Mais surtout, on peut constater qu'ils ont appris des choses ou qu'ils ont développé des compétences ou que s'il y en avait la possibilité, ils pourraient appliquer ce qu'ils ont appris. Le troisième point, c'est les comportements, c'est le transfert, c'est on revient quelques temps après et on se rend compte qu'ils font. Mais dans ce cas-là, ça dépend aussi de l'entreprise. Si de retour de la formation, leur manager leur dit « Bon, fini de jouer, maintenant tu retournes au boulot et puis on ne le met pas en œuvre », c'est sûr qu'il y en aura moins. Mais nous devons maintenant faire, non pas de la formation à un contenu, mais rendre les gens capables de mettre en œuvre, de réussir ou à minima de savoir ce qu'il faudrait faire pour, ou de prendre conscience de à quel moment ce que je fais est efficace et à quel moment c'est pas forcément efficace et après je choisis si je continue. Ce qui veut dire que le véritable formateur, c'est quelqu'un qui va savoir jouer sur plein de sujets différents. Bien évidemment, il peut être un expert sur son sujet.
Bien évidemment, il peut être un présentateur. Là, actuellement, je fais de la présentation. Mais il doit être aussi un curateur, c'est-à-dire il faut aussi faire le choix, il faut aussi virer ce qui est en trop, ce qui ne sert pas. Après tout, un manager ou un chef de projet, sur 2 jours, n'a pas besoin de connaître toutes les méthodes projet ou toutes les méthodes du management. Il doit être aussi un pédagogue, s'assurer qu'il a mis en place des stratégies pour qu'il y ait un transfert, qu'il reste des choses. Il doit être un chef de projet pour rentrer en relation avec l'équipe projet, le commanditaire, les différents utilisateurs. Il doit savoir scénariser sa formation, l'animer, créer des modalités, et puis accompagner. Par moment, je suis devant, par moment, je suis à côté, par moment, je suis les apprenants en fonction de leur autonomie et de leur expérience. Puis par moment, être facilitateur, plutôt que d'apporter du contenu, le faire émerger du groupe. Mais en même temps, son expertise sur le sujet lui permet de voir est-ce que ce qui sort du groupe, c'est plutôt pertinent ou est-ce qu'il vaut mieux aider à ce que ça évolue. Puis par moment, se positionner, prendre des postures de coach, enfin, etc. Autrement dit, le véritable formateur, quelque part, c'est un peu le mouton à 5 pattes ou le couteau suisse, mais ce qui nécessite d'avoir de la pratique et de l'expérience. On ne peut pas être un véritable formateur en ayant juste fait une formation de formateur. D'accord ? Ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Alors, juste pour conclure, on voit bien qu'il y a 2 sujets très complémentaires. Il y a d'un côté, je vais concevoir une formation, une brique, qui doit être porteuse de changement, mais qui doit s'inscrire dans un dispositif. Et d'un autre côté, je dois créer un dispositif qui tient en compte du fait que la formation, ce n'est pas de la présentation de contenu, que ça peut être différentes choses. Et donc, les 2 doivent travailler ensemble. C'est-à-dire, moi, en tant que formateur, je dois être au service du changement pour que les apprenants réussissent. Et en même temps, ceux qui travaillent dans le changement et dans le projet doivent bien identifier quelle est la réelle valeur ajoutée de la formation. Sinon, ça risque de se transformer en on digitalise tout, on met des tutos en ligne, et puis après tout, ça va bien fonctionner, ce qui est le meilleur moyen pour que ça plante. Voilà, donc, en conclusion, si vous voulez aller plus loin, je vous mets les 2 meet-up auxquels vous pouvez vous inscrire, donc réinventer la formation en présentiel et réussir le changement en entreprise. Comme ça, vous recevrez de l'information sur les prochains ateliers, donc je vais alterner changement, formation, ce qui permettra effectivement de se focaliser sur des sujets spécifiques. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette présentation synthétique des éléments. Vous avez vu, ça a duré à peu près 27-28 minutes. Le meet-up dure environ 2h15, 2h30. Autant vous dire que j'ai enlevé tous les échanges, les activités, les moments de partage, les fous rires, les blagues, enfin, tout ce qui fait qu'on a raison de se rencontrer. Mais le webinaire, enfin, ce que j'ai enregistré vous permet d'avoir malgré tout, si vous n'avez pas pu venir, les éléments importants. Sur ce, je vous souhaite beaucoup d'excellentes formations, beaucoup d'excellents changements et beaucoup d'excellentes formations avec du changement. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.